Bonjour à tous. Donc, une table ronde sur le parcours pharmaceutique, le parcours de premier recours, faire de la pharmacie un espace de santé qui permet d'accueillir les patients quand on n'a pas besoin de diagnostic médical. Et on a deux invités. Alors, Jean-François Tripodi, qui est directeur général de Carte Blanche Partenaire, et puis Luc Besançon, qui est directeur général de la FIPA. Alors, Jean-François, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta société? Oui, bonjour à tous. Merci Gilles de me donner la parole. Alors, Carte Blanche Partenaire. Certains d'entre vous sûrement nous connaissent assez via le tiers payant simple que vous pratiquez avec nos bénéficiaires. Mais là, nous allons parler d'autre chose. À côté de cette activité de tiers payant simple, Carte Blanche, nous sommes l'opérateur de réseaux de soins, de réseaux de services, et nous couvrons 8 millions de personnes en France. Notre mission, c'est d'essayer d'offrir à nos bénéficiaires des soins de qualité, mais aussi avec un accès financier facilité, ainsi que géographiquement accessible à tous. Nous travaillons pour 45 complémentaires de santé, France entière, de tous bords, que ce soit des mutuelles, des assureurs, des courtiers, des banques assureurs. Nous sommes assez exhaustifs dans la représentativité de notre population, y compris dans les DROM du reste. Nous sommes vraiment de partout en France. Aujourd'hui, l'assureur se pose de vraies questions. Il veut être dans le parcours de soins. Et je dirais, notamment, prendre une place dans le parcours de soins de premier recours. Historiquement, on a toujours appelé les assureurs santé des complémentaires en santé. Le mot change. Du reste, moi, j'essaye, sauf abus de ma part, de ne plus utiliser le mot complémentaire, mais toujours utiliser le mot assureur santé. Parce que c'est quand même la réalité, c'est de l'assurance. Et de plus en plus sur des pans de la santé qui ne sont plus remboursés par la Sécu ou quasiment pas remboursés par la Sécu. Et très clairement, la pharmacie est un lieu que nous considérons à carte blanche comme étant, avec la compétence du pharmacien, un lieu idéal pour répondre à ce besoin à la fois de premier recours et à la fois de prise en charge au premier recours. Vous le savez sûrement, vous tous, pharmaciens d'officine, vos patients ont plus ou moins dans leur garantie des remboursements sur des médicaments, des fois avec prescription médicale, des fois sans prescription médicale, mais qui ne sont pas remboursés par la Sécu et qui sont remboursés par leur assurance santé. Objectivement, cela existe depuis très longtemps, mais ça souffre de quelques difficultés. D'abord, une méconnaissance par votre patient, l'assuré. Des difficultés de gestion aussi. Vous-même, vous devez sortir une facturette, le patient doit la garder. Quand il devient assuré, il doit l'envoyer à son assureur. Il oublie, il envoie. Quand il envoie l'assureur le liquide, ça veut dire le saisie dans notre langage. Et ça coûte plus cher souvent de faire la saisie que le montant remboursé. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système parce que personne n'est satisfait de ce qu'il y a à faire. D'autre côté, nous savons qu'il y a des attentes réelles, puisque 8 personnes sur 10 en France utilisent l'automédication, mais nous avons considéré, et je dois le dire avec une aide très forte et très professionnelle du discours, que cela était quand même relativement dangereux. Automédication, il y a auto dans ce mot-là, et laisser quelqu'un seul dans le choix et l'utilisation de son médicament, c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas et que nous voulons donc accompagner. Donc, notre projet, avec la collaboration de l'USPO, a été de créer vraiment un service qu'on peut appeler de médication officinale accompagnée. Il y a tout dans ces trois mots, hein, médication, du médicament, officinal à l'officine et accompagné, et nous y tenons beaucoup. Ça veut dire que pour le patient, c'est le prix en charge au premier euro de médicaments non remboursés Sécu. Pour le pharmacien, c'est une facilitation de la prise en charge, mais qui lui permet de développer des innovations au sein de son officine, dans la relation avec ses patients. Par la création de paniers qui correspondent à des épisodes de soins. Je dirais par exemple fièvre, douleur, nez-gorge, mais aussi homéopathie. Nous avons pris en compte les récentes évolutions qui impactent quand même pas mal l'officine. Et puis, ce que nous avons bien appelé un tiers payant de 5e génération, c'est-à-dire au premier euro, un tirement automatisé. Voilà, très rapidement, j'espère pas passer trop loin en introduction, avoir indiqué ce que nous voulons faire. Merci, merci Jean-François. Donc, Luc Besançon, donc toi, tu es pharmacien.
qui est ancien directeur général de la Fédération internationale pharmaceutique, donc tous les pays qui étaient regroupés dans une fédération pour présenter et échanger sur les évolutions du métier de pharmacien. Et maintenant, tu es directeur général de la FIPA, dans les laboratoires qui s'occupent justement et qui mettent sur le marché la médication officinale. Alors, quelle est, toi, je dirais, la position des laboratoires par rapport à ce parcours de premier recours en pharmacie? Alors, merci Gilles. Peut-être avant de commencer, qu'est-ce que c'est que la FIPA? La FIPA, c'est 28 laboratoires pharmaceutiques. On représente à peu près 80% des ventes de médicaments de PMF, donc prescription médicale facultative faite en pharmacie sans ordonnance. Et puis, on regroupe aussi les fabricants d'autres produits que sont les dispositifs médicaux et les compléments alimentaires. Notre vision, depuis juin, elle est clairement centrée sur le pharmacien. Elle se dit les produits de santé et de prévention de premier recours, sécurisés par le pharmacien et son équipe, sont considérés comme une composante essentielle pour préserver et améliorer la santé de chaque Français. Et donc, c'est vrai que face à cette définition, on voit que d'ores et déjà, presque 25% des visites en pharmacie sont pour acheter un des produits de santé et de prévention de premier recours, que ce soit un médicament, un complément alimentaire ou un dispositif médical. Au niveau des médicaments de PMF, on voit qu'on a vraiment deux types de situations. Le premier, c'est lorsqu'un patient vient acheter en pharmacie un médicament de prescription médicale facultative de façon proactive pour, entre guillemets, l'avoir à son armoire à pharmacie, qu'il puisse l'utiliser, par exemple, lorsqu'il a un maux de tête ou une fièvre. Donc là, le rôle du pharmacien est bien évidemment essentiel puisqu'il aide à sécuriser et à éduquer le patient à travers des conseils auprès du patient et du futur utilisateur. Par contre, le deuxième élément, c'est lorsque le patient vient en pharmacie avec une plainte ou un besoin de santé évident. Et donc, dans ce cadre-là, cette plainte ou cette demande de conseil, elle s'inscrit dans un parcours de soins officinal, c'est-à-dire où le pharmacien va évaluer, identifier des critères d'inclusion et d'exclusion, et ensuite dispenser ou non un produit, et sinon le réorienter vers des professionnels de santé. Alors, bien évidemment, dans ce rôle de parcours de soins officinal, le pharmacien d'officine s'appuie sur les médicaments de prescription médicale facultative actuellement disponibles en France. Et donc, ce qu'on constate malheureusement, c'est que l'arsenal thérapeutique à sa disposition est assez réduit, notamment parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de médicaments de PMF. Et c'est peut-être un paradoxe que je voulais souligner, c'est que d'un côté, on voit que les pouvoirs publics ont fait le choix et la confiance, ont affiché leur confiance envers le pharmacien. On pense aux vaccinations, on pense aux nouveaux services développés, on pense aux tests et aux TROD. Et de l'autre côté, lorsqu'il s'agit de leur fournir aux pharmaciens, à travers notamment des délistages de nouveaux médicaments, eh bien finalement on a une contrainte et sans doute une absence de volonté politique qu'on peut regretter. À titre d'exemple, on a fait hier une évaluation, on a plus de 100 molécules qui sont disponibles dans d'autres pays de l'Union européenne sans ordonnance et qui ne le sont pas en France. Donc ça veut dire aussi que finalement, certains pays ont fourni plus d'outils thérapeutiques dans l'arsenal du pharmacien pour pouvoir prendre en charge ce parcours de soins. Donc pour nous, ce parcours de soins, il s'appuie sur plusieurs choses. Bon, la première, c'est peut-être évident, c'est la compétence du pharmacien. Toutes ces 6 années d'études, son expérience professionnelle, c'est un élément essentiel. Le deuxième élément, et c'est ce qu'on propose notamment, surtout sur un certain nombre de produits, soit qui sont sensibles, soit qui pourraient faire l'objet d'un délistage, si besoin des arbres décisionnels, développés et validés par des sociétés savantes, de façon indépendante de l'industrie pharma. Le troisième élément, c'est une inscription dans le dossier pharmaceutique. Et pourquoi cette inscription? Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que d'une part, ça va renforcer la sécurité du patient. D'autre part, ça prend pas tant de temps que ça, mais ça permet aussi de valoriser et de rendre visible un acte du pharmacien et notamment ses conditions de dispensation, tout en assurant une traçabilité complète et, entre guillemets, cette inscription dans le dossier pharmaceutique, c'est aussi une protection pour une perte du monopole puisqu'on démontre un professionnalisme réel du pharmacien sur ces sujets. Et enfin, un dernier élément, ces données de façon anonymisée, si besoin, peuvent être accédées alors, à travers l'ordre aux autorités de santé pour faire des évaluations. Et donc pour nous, cet dossier pharmaceutique combiné au conseil du pharmacien, si besoin, des arbres décisionnels pour certaines molécules et ou pour des molécules qui auront fait un délistage, forme le socle
bien le parcours de soins officinal, qui pour nous est un élément essentiel pour formaliser, professionnaliser et rendre visible ce parcours de soins auprès des autorités. Merci Luc. Écoutez, avec Jean-François, c'est très clair. Alors, je vais juste repointer quelques points sur ce projet de l'USPO que l'on défend depuis maintenant pratiquement depuis 15-20 ans. Et on voit bien que je dirais, les idées sont en train de converger, à la fois au niveau des assureurs, à la fois au niveau des industriels. Les mots ont leur importance. Parcours de soins. On propose un parcours de consommation. C'est-à-dire que la tentation qu'il y a eu il y a quelques années de mettre les produits en évidence avec des promotions pour essayer d'en vendre plus, c'est une impasse. Parce que ce n'est pas le garant du bon usage, c'est plutôt l'inverse. Et quand on veut créer un parcours de soins, on a l'obligation d'être dans le bon usage des médicaments et pas d'être une surconsommation de médicaments, comme ça se passe dans d'autres pays où on a banalisé les médicaments à la fois en en faisant la promotion, y compris par le e-commerce. Et donc, on s'est bagarré contre ça. Donc, parcours de soins, c'est une vraie valeur en proposant à un patient qui veut rentrer dans un espace de santé, qui peuvent être les urgences, le cabinet médical, mais également la pharmacie, d'avoir un véritable choix. Si je rentre en pharmacie, je vais voir un professionnel de santé qui va me prendre en charge parce que je n'ai pas besoin de diagnostic médical. Et ce parcours, il faut à la fois le sécuriser, le rendre performant en termes d'économie, c'est-à-dire que si on en fait un parcours de soins pour la société, il faut que tous les Français y aient accès et qu'il n'y ait pas des exclusions sur des critères, par exemple, financiers. Donc, j'ai une complémentaire santé, j'ai une assurance santé qui peut me permettre d'accéder à cette porte d'entrée qu'est la pharmacie d'officine sans être pénalisé financièrement. Sinon, ça veut dire qu'on dit, tant que je n'ai pas d'ordonnance, je ne suis pas pris en charge. Donc, pour aller chercher l'ordonnance, il faut que j'aille chez un médecin. Est-ce que c'est une bonne organisation du système de soins quand les urgences sont surchargées et quand les médecins généralistes ne peuvent pas gérer aujourd'hui des soins non programmés parce que leur carnet de rendez-vous est plein pendant toute la semaine. Donc, c'est une stratégie qui va au-delà c'est une stratégie d'organisation du système de santé. Et c'est là où les assureurs ont un rôle primordial à jouer en disant, mais nous, on va mettre les parcours à égalité, justement pour permettre d'aller plus vite dans un accès aux soins et de ne pas pénaliser financièrement. Et la remarque de Luc sur la PMF, la prescription médicale facultative, alors, moi, je suis partagé. J'ai remarqué qu'il y a, en 10-15 ans, on a eu de plus en plus de médicaments qui ont été délistés. Il y a eu une première vague de délistage. On a eu les antinauséeux, on a eu des antidiarrhéiques, on a eu accès à des médicaments contre les allergies qui ont été délistés assez rapidement, ce qui fait que l'arsenal thérapeutique accessible aux pharmaciens s'est enrichi. Est-ce que c'est suffisant? Non. Puisque au moindre risque, on reliste. Pas très malin. C'est renforcer le bon usage, mais c'est pas le relister. Si le médicament n'est pas efficace, il faut l'éliminer. S'il est dangereux parce qu'il y a d'autres alternatives thérapeutiques, eh bien, il doit être favorisé. Mais s'il est efficace, il doit être accessible sous certaines conditions au conseil pharmaceutique pour permettre de prendre en charge correctement les patients sur une durée qui est courte, une durée de moins d'une semaine, puisque c'est ça qui ressort. Alors, c'est vrai qu'on a eu cette réflexion avec Carte Blanche, hein, avec toutes les équipes de Carte Blanche et avec Jean-François Tripodi, en disant est-ce qu'on est capable de faire cette proposition et est-ce qu'on est capable d'entraîner d'autres assureurs qui sont gérés par Carte Blanche dans cette démarche pour en faire une proposition dans le contrat qui va à la fois sur la médication officinale, mais qui peut également aller sur des actes de prévention. Alors, donc, Jean-François, donc cette réflexion qui
c'était pas facile, hein, parce que c'était pas évident, c'était pas naturel au départ de travailler dans ce sens. Est-ce que tu as le sentiment que tu as réussi à convaincre à la fois tes partenaires et à la fois tous les assureurs que tu couvres et que tu regroupes autour de carte blanche? Alors oui, je confirme ce que tu viens de dire, Gilles. Le chemin a été long pour nous, hein. Je crois que la première fois qu'on en a parlé ensemble, ça doit faire au moins 10 ans qu'on a dû échanger sur ce sujet-là. Et puis, ben voilà, petit à petit, les choses ont avancé. Et le vrai chantier là, que nous avons lancé, maintenant, on l'a lancé il y a plus d'un an. C'était, oui, largement avant le début de l'année dernière. Donc, effectivement, c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre parce qu'il faut à la fois répondre aux attentes et aux contraintes opérationnelles des pharmaciens, c'est normal, aux besoins des assurés, qui sont des patients, quand ils sont en officine, mais aussi aux contraintes et aux attentes des complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut respecter les compétences du pharmacien, il faut accompagner le patient, mais il faut sécuriser l'assurance santé parce qu'effectivement, l'assureur a besoin quand même d'avoir un certain encadrement. Vous avez sûrement remarqué que certains assureurs acceptent le remboursement des médicaments non remboursés Sécu, mais avec ordonnance. Donc là, c'est un chemin aussi sur lequel il faut les amener, en leur disant, vous regardez, la sécurité est apportée. C'est depuis le libre service, hein, où on se sert directement le médicament, c'est un pharmacien qui va recevoir, comprendre les symptômes et proposer des paniers sur lesquels nous sommes mis d'accord avec les pharmaciens. Donc là, l'assureur va déjà être plus à même à dire oui, c'est bon, je peux me passer d'une ordonnance. Il n'y a aucune ambiguïté pour moi. C'est un service que nous n'aurions pas pu imaginer tout seul. Le métier de pharmacien, les médicaments en tant que tels sont des produits d'une complexité et qui demandent une sécurité de dispensation qui dépasse largement nos compétences et notre savoir-faire. Et donc oui, travailler avec l'USPO, ça a été pour nous un vrai partenariat où on a su conjuguer les trois problèmes, hein, les trois situations, le pharmacien, l'assuré patient et l'assureur santé. Et j'ai profité de cet échange que nous avons pour annoncer le nom du service, hein, c'est important, un nom, puisque bien sûr c'est de la médication finale accompagnée, mais c'est pas un nom de service. Le service va s'appeler Mon Conseil Pharma. Je crois qu'on a trouvé aussi dans ce nom-là les trois mots qui portent. Le mon, hein, c'est l'assuré, c'est le préfixe que nous mettons dans beaucoup de nos services. Le conseil, c'est clair, voilà, c'est du conseil, c'est pas de la vente, là, c'est du conseil. Derrière, bien sûr, il y a la dispensation. Et pharma, c'est la pharmacie et c'est pas un hypermarché. Petit clin d'œil pour Gilles dans son combat. Pourquoi aussi avoir eu cette volonté de s'associer à l'USPO dans la création de ce service? C'est que nous nous sommes retrouvés assez rapidement sur des valeurs communes. C'est-à-dire que bien sûr, on ne va pas se leurrer, chacun d'entre nous, nous avons un business à faire fonctionner, mais avec des valeurs. Et ces valeurs, on se les partage et on s'est retrouvés, je dirais, dans ces valeurs-là, c'est-à-dire améliorer la prise en charge et en même temps aussi participer à la défense du pharmacien, parce que chez Carte Blanche, nous croyons très fortement au rôle du pharmacien en proximité. Gilles en a très rapidement parlé, mais là, nous commençons par la dispensation de médicaments sans remboursement de Sécu au premier euro. Mais demain, nous voulons aller sur des actions de prévention, parce que la pharmacie est sûrement un des derniers lieux de proximité ouverts de façon très large. Macro-planning, mi-mars, nous ouvrirons l'inscription pour les officines qui voudraient bien participer avec nous à ce superbe projet. Et deuxième semestre, on est passé encore du mois, mais globalement, deuxième semestre, le service sera ouvert. Il faut encore qu'on travaille avec nos clients assureurs sur des liens informatiques. Voilà ce que je voulais préciser par rapport à ce que nous sommes en train de faire ensemble. Jean-François, on parlera après de la technique du tiers payant, parce que c'est aussi l'avantage de travailler avec carte blanche, c'est de faciliter également à la fois le parcours du patient,
à la fois le travail du pharmacien dans cette partie gestion administrative et vous également soulager cette partie administrative pour qu'elle soit absorbable en termes de coûts par les assureurs. Alors, Luc, les industriels, donc les industriels, eux, ont une stratégie qui est bien sûr de mettre à disposition des médicaments et d'autres, mais voilà, qui peuvent être aussi des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires, à condition de bien distinguer les deux, hein, que l'on ne soit pas sur une ambiguïté. Mais quand on est sur la recherche, et je sais que tu participes à un groupe de travail sur le bon usage du médicament, et c'est important, puisque là, on voit bien que le pharmacien est seul avec le patient pour garantir ce bon usage et sans prescription. Tu as évoqué l'inscription dans le dossier pharmaceutique qui est très important parce qu'au-delà des études qui peuvent être faites sur la pratique du conseil pharmaceutique, c'est aussi le partage de l'information pour le patient par d'autres professionnels de santé de ce qui a été conseillé. C'est aussi la transparence du conseil pharmaceutique vis-à-vis d'une prise en charge ultérieure par un autre professionnel de santé, qui soit d'ailleurs un autre pharmacien ou un médecin ou un hôpital. C'est important d'avoir cet historique du patient exhaustif, y compris en mettant le conseil pharmaceutique. Et donc, comment aujourd'hui, quelle stratégie vous avez pour justement renforcer ce bon usage, continuer à vous bagarrer sur le délistage, même si parfois certains parlementaires, bon, je pense notamment à Thomas Mesnier, qui dit bon, le délistage, ça peut être une solution, je pense notamment aux douleurs dentaires, des choses comme ça, mais il peut y avoir des médicaments listés, accessibles au conseil pharmaceutique dans le cadre de protocoles pour éventuellement permettre notamment sur la cystite, pour une femme d'avoir accès à ces médicaments à condition de respecter un protocole. Je sais que vous avez également travaillé sur les arbres de décision, parce que c'est aussi comme ça on s'engage sur la qualité. Alors, on sait que vous avez fait des travaux, le groupe Bon usage du médicament et le travail sur le délistage. Alors, peut-être qu'on va commencer par le délistage, c'est peut-être le plus simple. Comme je vous ai dit, en fait, actuellement, on a fait une étude en Europe sur 212 molécules qui sont actuellement disponibles en PMF. On en a à peu près 112 en France. Donc, ça veut dire qu'on a la moitié de l'arsenal thérapeutique qui est disponible en France par rapport à ce qui est disponible dans les autres pays. Pour nous, les éléments de délistage, ça peut être aussi perçu comme face à un certain nombre peut-être de freins qui existent du côté HAS par rapport à la dispensation protocolisée. C'est aussi une alternative pour permettre de nouveaux médicaments d'être disponibles toujours avec le conseil du pharmacien, puisque on a cet avantage en France d'avoir le monopole pharmaceutique. Donc, il y a toujours le conseil pharmaceutique avant toute dispensation, contrairement à d'autres pays où on a une dispensation, une vente dans ce cadre-là en dehors de la pharmacie. Donc, pour nous, les éléments de délistage, c'est comment on fait pour le faire. C'est vrai qu'on voit qu'on a une quête réticence d'un point de vue sécurité, en tout cas où on a des doutes et les principes de précaution en absence de données. C'est aussi pour ça qu'on souligne vraiment l'importance d'avoir des données solides pour démontrer que finalement le pharmacien fait bien son boulot. Alors, je vais peut-être être un peu choquant en disant ça, mais moi, en tant que pharmacien, j'en suis persuadé. La réalité, c'est que malheureusement, on n'a pas de données pour le démontrer. Et donc, on a vu, par exemple, quand on a mis en place des activités autour des vasoconstricteurs, par exemple, ou avec la NSM, on a développé des fiches d'accompagnement à la dispensation pour le pharmacien et des fiches pour le patient. On a vu qu'on a eu une amélioration de la qualité de la dispensation. C'est pour ça qu'on continue à faire cette année et encore, on espère, les années suivantes. L'objectif pour nous, c'est que sur des arbres décisionnels, bien évidemment, c'est pas l'industriel qui doit être le créateur de ce sujet, puisqu'on veut que ce soit des arbres qui soient basés sur des données probantes, et donc c'est pour ça qu'on estime que c'est plutôt les autorités de santé ou idéalement, sans doute, ça sera plus proche de la pratique, les sociétés savantes, qui sont les plus à même de faire ces arbres décisionnels. Par contre, là où les industriels ont peu aidé, c'est une fois que l'arbre a été décidé, validé,
on peut éventuellement aider à la diffuser, comme on a fait avec les vasoconstricteurs par voie orale et comme on pourrait imaginer sur d'autres éléments. On a vu aussi qu'un de nos adhérents, par exemple, avait aidé à l'informatisation d'un arbre autour de la migraine, par exemple, la prise en charge de la migraine. Donc là, on est sur aider à informatiser, à le rendre plus accessible, pas sur le contenu de cet arbre décisionnel qui est 100% entre les mains des sociétés savantes, et pour nous, c'est tout à fait légitime de se faire. Pour ce qui est du bon usage, alors, on a plusieurs éléments. En termes de bon usage, bien évidemment, on a une réflexion importante à comment on améliore notre capacité à améliorer le bon usage. Alors, premièrement, ça passe évidemment par le pharmacien, parce que c'est le pharmacien qui est en contact avec chacun des patients au moment de la dispensation et qui a l'occasion de faire des conseils clés. Après, on a vu que, par exemple, sur un certain nombre de mesures qui ont été prises, que ce soit le pictogramme paracétamol, on a eu des doutes sur la qualité et finalement même la compréhension par le patient de ces sujets. Donc, par exemple, sur le paracétamol, ce qu'on a demandé, on a obtenu le soutien, y compris de l'USPO, c'est d'arriver à avoir un schéma commun, c'est-à-dire la même information entre toutes les spécialités à base de paracétamol sur les doses maximum utilisables en un jour. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a des divergences. Dans certains cas, ça va être 3, dans certains cas, c'est 4 grammes. Et finalement, ça aide pas en termes d'éléments. Donc, c'est vrai que en termes de bon usage, de toute façon, une action, elle ne peut se faire que de façon collective. Et aussi, c'est en favorisant, on estime, le recours aux pharmaciens de façon plus systématique que l'on le fera. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est investi avec l'USPO et d'autres partenaires pour justement lancer une campagne pour stimuler ce qu'on appelle le réflexe pharmacien, c'est-à-dire que les patients viennent en pharmacie pour leurs problèmes de santé du quotidien, que ce soit pour les prévenir ou pour les traiter et trouver une solution qui est validée par un professionnel de santé qui a fait 6 années d'études. Luc, donc c'est très clair. Voilà, partenariat avec les industriels sur une stratégie qui est partagée, c'est mettre à disposition des médicaments permettant de remplir mon conseil pharma, c'est-à-dire de remplir ce message qui est très clair, c'est que si je vais à la pharmacie parce que j'ai un problème de santé, je vais me retrouver devant un professionnel qui va me conseiller des médicaments efficaces. Et je dirais que dans le prolongement de ce travail, il y a une idée, bien sûr, on a parlé très rapidement de la prévention et ça ouvre des champs sur la prévention, sur le dépistage, sur la perte d'autonomie, où les assureurs peuvent bien sûr avoir des propositions de contrats qui permettent aux pharmaciens de remplir leur rôle et d'aider les patients qui sont en difficulté. Et dans la médication officinale, il y a aussi la gestion de l'armoire à pharmacie. Parce que voilà, cette armoire à pharmacie fait souvent débat, en disant oh là là, c'est une horreur, on ne sait pas pourquoi les Français gardent autant de médicaments et quand ils les réutilisent, dans quelles conditions ils réutilisent. Donc, dans le prolongement de ce travail du parcours de soins, médication officinale, il y a aussi qu'est-ce que je dois garder dans mon armoire à pharmacie, comment je dois la ranger, comment je dois la contrôler, comment je place les médicaments pour les enfants et pour les nourrissons et pour les adultes, et surtout ne pas garder ce que je ne dois jamais réutiliser sans un avis médical indispensable ou sans un conseil pharmaceutique. Donc, tout ça fait partie de la stratégie du bon usage du médicament. Alors, bien sûr, une fois qu'on a posé cette orientation très claire et qu'on va la défendre, hein, c'est-à-dire pour éviter les tentations de banalisation avec le e-commerce ou, je dirais, des affiches parfois dans des vitrines de pharmacie qui axent plus sur un prix promo que sur un conseil éclairé, voilà, ça n'aide pas sur l'image de la pharmacie. Ensuite, il y a une partie très pratique. C'est comment on fait pour gérer ce tiers payant. Parce que bien sûr, pour rendre accessible ce conseil pharmaceutique et le faciliter et réduire les coûts de gestion, il y a bien un axe qui doit être travaillé, c'est je n'ai pas d'ordonnance, par contre j'ai des droits, j'ai un contrat qui me permet d'accéder à la médication officinale, je dois le faire en tiers payant, et je dois le faire en tiers payant avec un zéro défaut, et en allant vite, c'est-à-dire du moment que j'ai l'accord
comme déjà carte blanche le fait sur d'autres circuits, hein, avec l'optique, le dentaire. J'ai un accord. Ben, à ce moment-là, du moment qu'il y a eu un accord, ça se transforme en facture et donc il doit y avoir zéro défaut. Alors Jean-François, comment toi, avec je dirais, tout ce que tu as construit déjà autour de carte blanche, comment tu as réussi à mettre en place cet outil à l'intérieur de ta structure? Ce n'est pas une mince affaire. Oui, donc merci Gilles. Oui, effectivement, je dois reconnaître que j'ai beaucoup d'orgueil pour les équipes de carte blanche parce que nous sommes souvent à l'innovation, à la mise en place de nouveautés, soit technologiques, qui permettent de faciliter la vie de nos partenaires professionnels de santé. Et c'est ce que nous voulons faire là, du reste, avec ce service-là. Je voudrais juste dire au préalable, avant de parler plus technique, que finalement, ce que nous sommes en train d'échanger là tous les trois, c'est aussi quand même une innovation. Parce qu'on a l'industriel, on a le pharmacien, on a le représentant de l'assurance, mais nous ne sommes pas assureurs. Et on est tous d'accord sur le principe. Il faut des produits pharmaceutiques distribués par le pharmacien avec l'accompagnement du pharmacien. Ça doit se faire en officine et pas ailleurs. Enfin, je ne vais pas lister, mais on se rend bien compte qu'il y a un consensus qui est en train de se créer. Et c'est une belle chose. Je pense que c'est déjà une innovation, rien que cela, de se retrouver tous les trois en face. Oui, alors nous avons beaucoup travaillé et je me répète, je sais, mais c'est un peu ma façon d'être. Je répète souvent les choses. Seul, on n'aurait pas pu. Merci aux pharmaciens qui nous ont accompagnés. Merci aux pharmaciens du BUSPO qui nous ont aidés. Le process, très rapidement. Votre patient rentre en pharmacie avec habituellement sa carte vitale et sa carte tiers payant. C'est comme d'habitude. Vous prenez ces deux cartes et vous identifiez immédiatement le patient. Et donc, vous avez la capacité de lui proposer cet entretien pharmaceutique dont vous savez que carte blanche il le soutient. Vous aurez quasi immédiatement à l'écran l'identification des paniers auxquels il accède, nez, gorge, allergie, voyage, gynécologie, homéopathie, enfin il y en a 14 en tout. Et donc vous connaîtrez ses droits de ce fait. Et vous saurez que vous pourrez lui proposer ces paniers-là avec votre accompagnement. Bien sûr, techniquement, ça s'appellera CB Pharma, hein, parce qu'il faut bien trouver des noms aux outils technologiques. Compatible avec tous les LGO, hein, nous serons interfacés avec tous les LGO qui le voudront bien sûr. Hein, je vais espérer qu'il n'y aura pas des LGO qui refuseront la connexion, mais techniquement, c'est très facile à faire. Hein. C'est vraiment, ça a été analysé par ceux qui y sont favorables et c'est rien du tout à faire. C'est du temps réel, c'est-à-dire qu'à l'instant, et croyez que nous avons l'habitude, hein, nous gérons déjà aujourd'hui dans les 12 000 interactions en temps réel par jour, et nous savons le faire. Pour nous, le temps réel, c'est 9 secondes. Voilà, en 9 secondes maximum, nous donnons la réponse. Donc, c'est vraiment le temps de jeter un coup d'œil et d'échanger un mot avec votre patient. Vous aurez l'accord et vous connaîtrez de ce fait s'il y a un reste à charge ou pas. Parce qu'effectivement, il y a tiers payant au 1er euro, mais en fonction du contexte, du forfait qui va rester à l'assuré, du montant que vous allez proposer, peut-être qu'il y aura un petit reste à charge, mais vous le connaîtrez en temps réel. Et derrière, des choses sont faites. Du moment que vous dispensez les produits, la facture est de fait acquise. Puisque vous avez dispensé, c'est que vous avez facturé. La facturation se fait automatiquement. Vous serez payé. Et bien sûr, comme il y a le lien avec le LGO, le dossier pharmaceutique sera renseigné. Ça aussi, ça fait partie des points sur lesquels nous tenions. Nous tenions à ne pas avoir un process séparé de l'habitude. Ce sont des produits pharmaceutiques, il fallait qu'ils soient dans un dossier pharmaceutique. Donc finalement, nous arrivons sur des médicaments qui sont délivrés avec le conseil du pharmacien et suivant son conseil. Hein, c'est pas le patient qui vient, je veux cette boîte, la jaune ou orange. Non, c'est le pharmacien qui propose. Le parcours est bien sécurisé. Hein. Alors, je vous passe le HDS, le RGPD, tout ça, enfin, tout est respecté à la lettre. C'est le pharmacien qui gère les épisodes de soins. Nous aimons bien ce mot, épisode de soins. Ça représente bien la réalité de ce que nous parlons et nous assurer. Et c'est un entier automatisme. Donc de l'efficience pour tous, hein, le patient, le pharmacien, l'assureur santé. Et donc voilà, j'espère qu'on va avoir de belles réussites là-dessus, partagées par les pharmaciens, par l'assuré et par les assureurs. Du reste, je ne sais pas à quel moment, et peut-être au long du webinaire ou à la fin, nous vous présenterons
un rapide film très court pour vous expliquer tout cela d'une façon un peu plus ludique que ma parole qui est peut-être un peu longue des fois. Merci. Ouais. Merci Jean-François, mais on le fera juste en conclusion du webinaire si tu en es d'accord pour montrer tout ce travail et l'axe de réflexion. Mais je voudrais aborder des sujets qui souvent font partie des interrogations, à la fois d'ailleurs des pharmaciens et parfois des industriels. D'abord, la stratégie, c'est on accueille un patient parce qu'il a un épisode, il a des symptômes et on peut les prendre en charge ou on ne peut pas les prendre en charge. Donc, toute la stratégie, c'est comment un pharmacien accueille un patient, comment il lui conseille ses médicaments et ensuite, il y a la partie facturation et prise en charge. Donc, on a bien respecté, il n'y a pas d'orientation sur tel et tel médicament, tel choix de médicaments, c'est le pharmacien qui fait le travail. Ensuite, c'est l'assureur qui décide de prendre en charge. Et là, il y a toujours un débat. Oui, mais est-ce qu'on va m'imposer le prix de tel médicament ou le choix de tel médicament? C'est non. On a chacun notre champ de compétences. Bien sûr, il y a un coût pour l'assureur qu'il faut vérifier et garantir pour ne pas qu'il y ait d'abus. Et le choix qui a été fait avec carte blanche, c'est de dire, voilà, j'ai un forfait sur un épisode de soins. J'ai un rhume, ben, c'est jusqu'à tel plafond pour le rhume. J'ai une gastro, c'est tel plafond pour la gastro. Et donc, on a défini un panier, mais qui est pas lié aux médicaments, pas lié aux produits, mais qui est lié à l'épisode de soins, qui nous paraît cohérent avec une prise en charge. Ça dépasse, il peut y avoir un reste à charge. Cet épisode peut se répéter plusieurs fois dans l'année. Et ensuite, il y a un plafond global qui est l'utilisation de ce recours pendant l'année, quels que soient les épisodes. Donc, une véritable stratégie, on respecte le travail du pharmacien, on n'impose pas des prix, mais il y a un panier lié à l'épisode. Et d'ailleurs, ça a inquiété beaucoup, Luc, les industriels, parce qu'ils nous disaient, mais si l'industriel, si l'assureur intervient en prenant en charge, il va se comporter comme un acheteur de médicaments, imposer des pratiques, imposer des prix. C'est pas du tout l'esprit. On est sur 50 euros, 60 euros, 80 euros de médication officinale par an. On n'est pas sur des choses où parfois, là, il peut y avoir, je dirais, des discussions importantes comme les prothèses dentaires, comme l'optique, là, ou l'audioprothèse, où là, on a des sommes qui peuvent varier, ou l'hospitalisation, la clinique privée. Là, on est sur des choses qui sont des petits épisodes, mais par contre, qu'est-ce qui rend de service aux patients? Et en termes de fidélité pour l'assureur, c'est d'avoir ce service proposé. C'est quelque chose qui va être d'abord beaucoup utilisé par petites périodes avec des petites sommes, mais qui répondent au vrai quotidien des patients. Alors, est-ce que cette stratégie qui a été mise en place, est-ce que ça rassure plutôt les industriels, ce que je crois, puisqu'on en a bien discuté, et est-ce que ça permet également aux industriels d'avoir une stratégie à plus long terme, c'est-à-dire d'être dans cette stratégie de parcours de soins, ça permet justement de se bagarrer sur le délistage, ça se permet de se bagarrer sur comment j'élargis l'offre pour permettre à ce parcours de soins de se développer. Alors, Gilles, peut-être, alors, nos problématiques étaient aussi au niveau de la pharmacie, c'est-à-dire qu'on voulait en aucun cas que soit la pharmacie ou certaines pharmacies soient exclues du dispositif, soit de façon proactive, soit de façon par des prix, c'est-à-dire en faisant un prix moyen, ce qui veut dire qu'on avait une prise en charge, mais finalement dans cette pharmacie, elle n'était pas à 100%, alors que dans l'autre, elle allait être à 100%. Donc, ce qui pour nous était important, essentiel dès le début, c'était de préserver le choix du patient dans sa pharmacie. Et finalement, qu'on n'oriente pas un patient vers une pharmacie X pour des raisons de contractualisation ou autre. Donc ça, c'est le premier des choses qui est pour nous un point de vigilance parce que c'est un élément d'égalité et que les coûts et les modèles économiques de chaque pharmacie sont différents. Le deuxième, évidemment, c'est de conserver pour le pharmacien sa liberté totale de choix
Parce que si on fait un prix moyen trop faible ou un panier d'un panier trop faible, d'un montant trop faible, on va favoriser certaines alternatives thérapeutiques qui sont peut-être pas forcément les plus adaptées au regard du patient actuel. Donc, c'est pour nous un élément essentiel, c'est de dire s'appuyons sur l'expertise et la validation du pharmacien pour justement s'assurer que ces aspects-là soient importants. Il y a deux autres sujets qui sont importants. C'est quelle est la place de ce parcours de soins vis-à-vis d'une politique de déremboursement pour certains produits, certaines classes thérapeutiques. Et deuxième élément, on voit aussi, et on a quelques études qui ont démontré que les patients valorisent déjà le recours à la pharmacie, puisque déjà on a, comme je vous disais, 25%, ça fait plus de 130 millions, je crois, de visites annuelles qui sont en pharmacie, 237 millions de visites annuelles en pharmacie pour du médicament de PMF ou d'autres produits de santé et de prévention de premier recours. Par contre, ce qui est pour nous un élément important, c'est si on veut développer en partenariat avec le pharmacien le marché des médicaments de PMF, c'est notamment aussi en faisant un transfert depuis ce qui est prescrit par le médecin et ce qui pourtant n'a pas nécessité d'être prescrit pour pouvoir être dispensé. Et donc, dans certains cas, c'est une prise en charge par l'assurance santé. Et dans d'autres cas, on peut imaginer d'autres processus. Mais ça peut être un des outils pour favoriser ces éléments. L'autre élément qui est, et c'est pour ça qu'on avait plusieurs axes, c'est l'outil, le faire savoir et valoriser ce rôle du pharmacien en tant qu'acteur de santé et de premier recours, parce que c'est justement sur ce sujet-là qu'on arrivera aussi à ce que la population fasse encore plus confiance dans les faits pour la gestion et la prévention des problèmes du quotidien. Merci Luc. Donc, on n'est pas très loin de je dirais la conclusion de cette table ronde. Alors, peut-être un mot de chacun. Tout d'abord, je suis ravi qu'on puisse échanger comme ça et voir que ce dossier arrive à maturité. Voilà, ça a été compliqué, ça n'a pas été facile, mais on voit bien que la situation à la fois d'organisation des soins demande que le parcours pharmaceutique soit renforcé. La confiance des patients vis-à-vis des pharmaciens est aujourd'hui encore augmentée. Le réseau pharmaceutique est solide et présent sur tous les territoires et a résisté à cette crise de la Covid. On a montré qu'on pouvait s'appuyer sur ce réseau et qu'on nous a confié énormément de missions, notamment la continuité des soins avec des médicaments beaucoup plus sensibles que les médicaments de prescription médicale facultative. Comme vous le disiez, il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas en place cette stratégie en disant on laisse le choix au patient. S'il veut continuer à aller aux urgences, s'il va aux urgences, personne ne l'empêche. Mais lui permettre d'aller à la pharmacie sans être pénalisé financièrement et sécuriser ce parcours en renforçant avec de nouveaux médicaments ce parcours de soins, c'est simplement on offre un choix supplémentaire à la population pour se soigner de façon beaucoup plus rapide et dans des conditions d'échange d'informations avec les autres professionnels de santé. Alors, peut-être un mot de conclusion de chacun avant que Jean-François, tu nous présentes avec une vidéo le travail que vous avez réalisé avec Carte Blanche en partenariat avec l'USPO pour montrer ce qui va se passer courant mars pour l'adhésion. Et je crois que ce qu'a dit Luc était important, hein, c'est que tout a été fait pour pas faire un réseau dans le réseau. C'est de dire cette offre, elle n'a du sens que si elle est proposée pour tous les patients et pour tous les pharmaciens. Sinon, ça n'a pas de sens. Hein. Et on a connu ça à une certaine époque. Et d'ailleurs, ça nous a beaucoup retardé, cette mauvaise expérience, mais je ne prononcerai pas le mot de, de cet assureur qui avait, en fin de compte, complètement détourné l'esprit dans lequel on est en train de le travailler actuellement. Alors, je vais peut-être commencer par Luc pour un mot de conclusion. Comme ça, Jean-François, tu pourras conclure et lancer la vidéo pour finir cette table ronde. Et donc, comme je ne sais pas si je reprendrai la parole, je tenais d'abord à vous remercier tous les deux pour ce travail de confiance que l'on fait ensemble et ce travail qui est vraiment de la prospective, de l'anticipation pour l'évolution du métier de pharmacien. Alors Luc, un mot de conclusion. Parcours de soins officinal, c'est quoi? C'est une professionnalisation d'un acte historique du pharmacien.
C'est-à-dire que de tout temps, le pharmacien a été, au début de notre histoire, on produisait et on commercialisait et on donnait ce conseil. Et il y a un certain nombre d'actions qui vraiment soulignent ce rôle essentiel du pharmacien en tant que porte d'entrée dans le système de santé. Et le PSO, le parcours de soins officinal, c'est comment on fait pour encore plus le professionnaliser et démontrer la pertinence pour le patient, la pertinence pour la société. Et donc finalement, c'est naturellement que les industriels, les pharmaciens et les assureurs et leurs partenaires sont associés à ce développement du parcours de soins. C'est aussi une recherche d'efficience du système de santé. C'est aussi formaliser quelque chose qui se passe déjà pour 80% des patients, c'est-à-dire qu'ils viennent au moins une fois dans l'année en pharmacie pour demander des conseils du pharmacien. Et donc, c'est sur le cadre de la confiance, de la sécurisation et aussi pour renforcer et rendre visible ce travail exceptionnel qui malheureusement n'est pas toujours reconnu. Si on regarde Ma Santé 2022, le rôle du pharmacien dans les soins de premier recours et notamment autour des médicaments de PMF a été oublié, sans doute parce que ça marche très bien, mais aussi peut-être parce qu'on n'a pas forcément pu avoir toutes les données pour démontrer l'importance pour le patient et pour le système de santé. Et encore une fois, merci à l'USPO pour cette invitation. Merci, merci Luc. Donc, mon conseil pharma, Jean-François, bravo pour avoir trouvé, et c'est très clair, hein, c'est le propre de notre slogan et d'un titre, c'est qu'il soit clair et parlant, et celui-là, il est bien senti, et merci de ce travail. Alors, Jean-François, un mot de conclusion et après tu nous lances la vidéo pour montrer le travail qui a été fait et qui va continuer à progresser et vraiment un événement pour 2021, c'est-à-dire de lancer ce travail avec carte blanche. Pour moi, ça fait partie d'une pierre très très importante dans le chemin que l'on doit parcourir sur le premier recours. Que dire après deux interventions aussi pertinentes? Vous avez tout dit, hein, Luc, Gilles, vous avez tout dit. Nous savons que nous partageons ce que vous avez exprimé. Moi, je voudrais rebondir sur deux mots. Vous avez parlé de confiance. Et c'est vrai que la confiance est importante, mais la confiance, elle se mérite et elle s'organise. C'est certain que l'USPO et carte blanche, la confiance est là depuis des années, donc déjà fait des partenariats. Mais il faut que la confiance soit là à l'officine, pour le patient assuré et pour l'assureur. Et souvent, dans nos métiers, la confiance se met en œuvre par des processus. Et ce que je fais finalement, on n'a rien inventé. Luc a raison de le dire finalement. C'est le métier du pharmacien. Moi, toute ma famille est originaire de petits villages. Le pharmacien du village, concrètement, c'est ce qu'il a toujours fait, quoi. Hein, voilà. Donc, on n'a rien inventé sur le fait. Mais on l'a structuré, on l'a organisé, et ça apporte la confiance sur tout le parcours, la sécurisation, etc. Voilà. Puis on est dans le monde moderne maintenant. On n'a plus le petit cahier où tu perds à la fin du mois ce que tu achètes. Moi, je viens de la montagne. C'était comme ça, hein, dans les Alpes. On payait à la fin du mois quand le marché était passé, quoi. Là, on fait du tiers payant. Voilà, ben, c'est comme ça. Donc voilà, il faut faire ces choses-là. On les a faites. Je pense qu'on les a bien faites. Parce qu'on les a faites ensemble. Et on n'est pas arrivé, nous, carte blanche, avec le poids lourd. Voilà, on veut ça, on va imposer. Non, on l'a fait, faisant construite. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que ça va marcher. Parce que ça a été fait avec vous, les pharmaciens. Voilà. Donc, merci à l'USPO de ce partenariat. Merci à la confiance aussi industrielle, parce que j'entends qu'il y a quand même une certaine confiance qui est accordée à ce que nous faisons. Merci pour cette invitation aujourd'hui. Et puis, je vais dire, go pour la vidéo. Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le service de médication officinale accompagnée intitulé Mon Conseil Pharma, développé par Carte Blanche et l'USPO. Dès l'accord de partenariat, vous aurez accès au téléchargement d'un logiciel qui permettra d'identifier les patients éligibles au service via un système de pop-up au comptoir. Mettons-nous en situation. Je suis pharmacien, un patient se présente avec un rhume et suspicion de rhinite allergique. Je lui demande sa carte de tiers payant et sa carte vitale. À l'insertion de la carte vitale, le système détecte si le patient est éligible au service carte blanche et un pop-up s'affiche. Je clique sur le pop-up pour accéder au service. Première étape, je sélectionne le patient ou l'ayant droit concerné par l'acte de dispensation. Deuxième étape,
je demande le consentement du patient dans le cadre du RGPD, ainsi il autorise le traitement de ces données. J'ai le consentement du patient, je lui demande alors son email pour pouvoir lui envoyer le récapitulatif de l'acte de dispensation en toute fin de parcours. J'ai alors accès aux droits du patient en temps réel et au panier de produits de santé dont il bénéficie via sa complémentaire santé. Troisième étape, j'effectue mon conseil et je propose les traitements que je juge adaptés à la pathologie du patient. Je sélectionne le panier lié à mon conseil, dans ce cas précis, le panier nez-gorge et allergie. Je valide. Je scanne les produits de mon conseil. Automatiquement, le montant total de la facture est calculé. Je valide pour obtenir le devis de la complémentaire. Le retour de devis m'indique directement le montant pris en charge par la complémentaire. Après l'accord du patient sur ce devis, je valide l'envoi à carte blanche qui me retourne la garantie de paiement en temps réel. Le parcours sur mon conseil pharma est alors terminé, il ne me reste plus qu'à saisir la vente sur mon LGO. Pour suivre mes remboursements par les complémentaires, je vais dans le back-office du logiciel. Je retrouve tous mes actes de dispensation et leur statut, ainsi que des informations sur les paniers proposés dans le cadre du service, la liste de mes patients éligibles et la foire aux questions sur le service. La vidéo est à présent terminée, je vous remercie pour votre écoute.